J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la mort de mon mari. Ils m'ont répondu qu'il était occupé à la fête d'anniversaire de ma sœur. Quelques jours plus tard, ils sont venus réclamer 50% de l'héritage. Ma fille de 8 ans leur a donné une enveloppe et a dit « C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas ?» Quand ils l'ont ouverte, leurs mains se sont mises à trembler. Je m'appelle Rachel Morgan, j'ai 32 ans, et mardi dernier, mon mari Kevin est mort d'une crise cardiaque foudroyante. Je suis encore sous le choc. Quand j'ai appelé mes parents, sanglotant de manière incontrôlable, ma mère m'a dit « Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de Sophia, est-ce que ça peut attendre demain ?» Ma fille de 8 ans, Lily, et moi sommes restés assis seuls cette nuit-là, nous serrant l'une contre l'autre alors que notre monde s'effondrait. Je n'aurais jamais imaginé que ma famille nous abandonnerait dans nos heures les plus sombres, mais ce qu'ils ont fait ensuite était encore pire. Si vous avez déjà été trahi par votre famille au moment où vous en aviez le plus besoin, s'il vous plaît, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour rejoindre d'autres personnes qui comprennent cette douleur. Kevin et moi nous sommes rencontrés pendant notre 2e année à l'université Northwestern. J'avais du mal avec l'économie, et il était le charmant chargé de TD qui restait après les cours pour m'aider à comprendre les courbes d'amortissement. Sa patience a été la première chose dont je suis tombé amoureuse, suivie de près par son rire contagieux et la façon dont ses yeux se plissaient au coin quand il souriait. Nous sommes sortis ensemble pendant toutes nos études, et il m'a demandé en mariage le jour de la remise des diplômes, cachant la bague dans l'étui de mon diplôme. Nous nous sommes mariés jeunes, à 23 ans, ignorant les avertissements de nos amis qui disaient que nous devrions profiter de la vie avant de nous installer. Mais Kevin était ma vie. Il était la personne avec qui je voulais tout vivre. Après avoir terminé son MBA, Kevin a décroché un poste dans un prestigieux cabinet de conseil financier à Chicago. Il a rapidement gravi les échelons, impressionnant les clients par son approche honnête et son souci sincère de leur bien-être financier. Il n'était pas seulement doué avec les chiffres, il était aussi doué avec les gens. Cette combinaison le rendait exceptionnel dans son travail. Nous avons passé 5 merveilleuses années en couple avant de décider d'essayer d'avoir un bébé. Ce que nous pensions être un parcours facile s'est transformé en 3 ans de déchirement, 2 fausses couches, d'innombrables rendez-vous chez le médecin et une tentative de FIV qui a échoué. Nous étions épuisés émotionnellement et financièrement drainés. Nous commencions à discuter d'adoption quand, de manière inattendue, je suis tombé enceinte de Lily. La grossesse a été difficile. J'ai dû rester alité les 2 derniers mois, et Kevin a travaillé de la maison pour s'occuper de moi. Il m'apportait le petit déjeuner au lit, massait mes pieds enflés et lisait des livres sur la grossesse à voix haute, à moi et à notre fille à naître. Quand Lily est enfin arrivée, Kevin a pleuré plus fort que moi, tenant son petit corps contre sa poitrine comme si elle était en verre. Pendant 8 belles années, nous avons été la famille dont j'avais toujours rêvé. Kevin a entraîné l'équipe de football de Lily bien qu'il n'y connaisse rien. Il a appris en même temps qu'elle, regardant des tutoriels sur YouTube le soir après qu'elle soit couchée. Il n'a jamais manqué un événement scolaire ou un rendez-vous chez le médecin. Son calendrier était rempli de rappels concernant les activités de Lily, codés par couleur selon leur importance. Il y avait des signes avant-coureurs concernant sa santé que nous avons tous les deux ignorés. Des douleurs thoraciques occasionnelles qu'il attribuait au stress, un essoufflement qu'il mettait sur le compte d'un manque de forme. Le médecin disait que sa tension artérielle légèrement élevée était normale pour un homme approchant les 40 ans avec un travail stressant. Prenez de l'aspirine, faites plus d'exercice, réduisez le sodium. Des conseils standards que nous avons pris trop à la légère. Le matin où c'est arrivé a commencé comme n'importe quel autre mardi. Kevin a fait des pancakes en forme de dinosaure pendant que je préparais le déjeuner de Lily. Il nous a embrassés toutes les deux, a promis de rentrer tôt pour l'exposition d'art de l'école de Lily, et est parti au travail. Ses derniers mots pour moi furent « N'oublie pas de racheter du sirop d'érable, le vrai, pas cette cochonnerie de sirop de maïs. » Une dernière conversation si banale. À 10h47, mon téléphone a sonné. C'était Amanda, l'assistante de Kevin. Sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine la comprendre. Rachel, Kevin s'est effondré pendant une réunion avec un client. L'ambulance est là. Il l'emmène au Northwestern Memorial. Je me souviens avoir laissé tomber ma tasse de café. Le bruit de la céramique se brisant sur le carrelage semble résonner dans ma mémoire. J'ai appelé notre voisine, Hélène, pour qu'elle aille chercher Lily à l'école, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limites de vitesse. J'ai prié tout le long du trajet, négociant avec Dieu dans des murmures désespérés. Mais j'étais arrivé trop tard.
Kevin a été déclaré mort à 11h23, quelques minutes avant mon arrivée. Crise cardiaque massive, ont-ils dit. Rien n'aurait pu être fait, m'ont-ils assuré, comme si cela rendait les choses plus faciles. Voir le corps de Kevin était surréaliste. Il avait l'air de dormir, à l'exception de l'immobilité anormale de sa poitrine. Sa peau était encore chaude quand j'ai touché son visage. Je m'attendais à ce qu'il ouvre les yeux, qu'il sourie et me dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard de paperasse et d'appels téléphoniques. Les pompes funèbres avaient besoin de décisions que je n'étais pas prête à prendre. Incinération ou enterrement? Quel genre de service? Avait-il un costume préféré? Des questions qui semblaient impossibles à répondre quand tout ce que je voulais, c'était me glisser dans le lit avec mon mari une dernière fois. Le plus dur a été de rentrer à la maison, sachant que je devais dire à Lily que son père ne reviendrait jamais. Comment explique-t-on la mort à une enfant de 8 ans? Comment lui dire que le papa qui avait fait des pancakes dinosaures ce matin-là était parti pour toujours? Annoncer la nouvelle à Lily a été le moment le plus difficile de ma vie. Quand elle est montée dans ma voiture après l'école, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Où est papa? Il a promis de venir à mon expo d'art ce soir, a-t-elle dit, son sac à dos serré dans ses petites mains. Je me suis garé sur le côté de la route car je ne pouvais plus me concentrer sur la conduite. Me tournant vers elle, j'ai pris ses mains dans les miennes. Lily, quelque chose de très triste est arrivé aujourd'hui. Papa est tombé très malade au travail, et son cœur a cessé de fonctionner. Son visage se crispa d'incompréhension. Les docteurs peuvent le réparer? L'espoir innocent dans sa question a brisé quelque chose en moi. Non, ma chérie. Quand le cœur de quelqu'un s'arrête de fonctionner complètement, les docteurs ne peuvent pas le réparer. Papa est mort aujourd'hui. Elle m'a dévisagé pendant ce qui a semblé une éternité, ses yeux bleus, si semblables à ceux de Kevin, traitant cette information incompréhensible. Puis elle a demandé, ça veut dire que papa ne rentrera plus jamais à la maison. Quand j'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes larmes, elle a poussé un hurlement qui ne semblait pas humain. C'était un cri primal, le son pur du cœur brisé d'un enfant. Elle s'est jetée dans mes bras, son petit corps secoué de sanglots. Je veux papa. S'il te plaît, je veux mon papa. Je ne pouvais rien faire d'autre que la serrer dans mes bras et pleurer avec elle, garée sur le bord de la route alors que la vie continuait tout autour de nous, inconsciente de notre monde brisé. Ce soir-là, après avoir finalement réussi à endormir Lily dans mon lit, serrant contre elle le t-shirt non lavé de Kevin pour se réconforter, tout le poids de ma perte m'a frappé. Je me suis assise par terre dans la salle de bain, la porte fermée pour que Lily ne m'entende pas, et je me suis complètement effondré. La douleur physique du deuil était écrasante, comme si on me frappait à plusieurs reprises dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus penser. J'avais besoin de ma mère et de mon père. Les mains tremblantes, j'ai appelé mes parents. Ils étaient mariés depuis 40 ans, avaient surmonté des pertes ensemble. Sûrement, ils sauraient quoi dire, comment m'aider à traverser cette épreuve impossible. Ma mère a répondu à la 5e sonnerie, avec des bruits de rire et de musique en arrière-plan. Rachel, je peux te rappeler? On est en plein milieu du dîner d'anniversaire de Sophia. Maman? Ai-je suffoqué, à peine capable de former des mots à travers mes sanglots, Kevin est mort ce matin. Il a eu une crise cardiaque au travail. Il est parti. Il y eut une pause, et je l'ai entendu couvrir le téléphone pour dire quelque chose à quelqu'un. Quand elle est revenue, sa voix était un peu plus sombre, mais toujours distraite. Oh mon Dieu, c'est terrible. Tu es sûr? C'est peut-être une erreur. J'ai vu son corps, maman. Il n'y a pas d'erreur. Le fait de devoir convaincre ma propre mère que mon mari était réellement mort était comme un autre traumatisme s'ajoutant à tout le reste. Eh bien, c'est un choc, mais ma chérie, nous sommes au milieu de la fête des 40 ans de Sophia. Tout le monde est là, nous avons les traiteurs. Peux-tu te débrouiller ce soir et nous passerons demain, quand les choses se seront calmées? Je n'en croyais pas mes oreilles. La fête d'anniversaire de ma sœur passait avant la mort de son beau-frère, avant le chagrin immense de sa fille et de sa petite-fille. Mon père a alors pris le téléphone. Rachel, c'est une nouvelle affreuse. Est-ce que la police d'assurance vie de Kevin était à jour? Tu sais, tu devrais appeler la compagnie dès demain matin. Pain, j'arrive tout de suite. Pain, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais une question sur l'assurance vie alors que le corps de mon mari était à peine froid.
Je n'arrive pas à croire que ce soit votre réponse, dis-je, la voix vide. Mon mari vient de mourir, Lily a perdu son père, et vous êtes à une fête. Rachel, dit mon père avec ce ton condescendant qu'il avait utilisé toute mon enfance, Sophia prépare cet anniversaire important depuis des mois. Tout le monde a pris des congés pour être là. On ne peut pas simplement partir. Sois raisonnable. Raisonnable. Comme si le deuil suivait des règles de raison. Oubliez que j'ai appelé, dis-je et je raccrochai. En quelques minutes, mon téléphone fut inondé de messages d'amis qui avaient appris la nouvelle d'une manière ou d'une autre. Brian, le colocataire de Kevin à l'université, ma collègue Jennifer, même mon ancienne amie de lycée, Taylor, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tous offraient leurs condoléances, demandant ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Des inconnus montraient plus de compassion que ma propre famille. Ma voisine Hélène est venue avec un gratin et s'est assise avec moi à la table de la cuisine pendant que j'essayais de faire une liste de personnes à prévenir. Elle a proposé de rester pour la nuit, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul avec Lily, de commencer à comprendre comment nous allions naviguer dans cette nouvelle et terrifiante réalité sans Kevin. Cette première nuit fut interminable. Lily a fait des cauchemars et n'arrêtait pas de se réveiller en appelant son papa. Je suis resté allongé à côté d'elle, lui caressant les cheveux et lui racontant des histoires sur Kevin, sur combien il l'aimait, sur combien il la trouvait courageuse. Finalement, elle est tombée dans un sommeil épuisé, mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, l'absence de la chaleur de Kevin à côté de moi un vide insupportable. Le matin est arrivé, et avec lui, la réalisation écrasante que ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. C'était notre vie maintenant. Une vie sans Kevin. Une vie où mes propres parents ne prenaient pas la peine de se montrer quand j'avais le plus besoin d'eux. Les funérailles de Kevin étaient prévues pour samedi, 4 jours après sa mort. Ces jours se sont écoulés dans un brouillard d'arrangements, de paperasse et de tentatives pour réconforter Lily tout en tenant à peine le coup moi-même. Mes parents ont appelé une fois, brièvement, pour demander à quelle heure commençait le service et s'ils devaient porter du noir ou si c'était une célébration de la vie, avec des tenues colorées. Ils n'ont pas offert d'aide pour l'organisation ni demandé comment Lily allait. Le jour des funérailles s'est levé, clair et ensoleillé, cruellement beau pour une occasion si sombre. Lily a insisté pour porter une robe bleue parce que, papa disait toujours que je ressemble à une princesse en bleu. Je l'ai aidé à se coiffer, lui faisant une petite tresse le long de la tempe comme Kevin le faisait pour les grandes occasions. Nous sommes arrivés au salon funéraire 1 heure en avance pour accueillir les gens. Les collègues de Kevin du cabinet financier sont arrivés les premiers, sombres dans leurs costumes noirs, beaucoup d'entre eux pleurant ouvertement. Ils avaient perdu non seulement un collègue, mais un ami. Chacun a pris le temps de parler à Lily, partageant de petites anecdotes sur son père qu'elle pourrait chérir plus tard. Mes parents et Sophia devaient aussi arriver tôt, mais ils ont envoyé un texto 20 minutes avant le début du service pour dire qu'ils étaient en retard à cause des embouteillages. Ils sont finalement entrés alors que les gens s'asseyaient, créant une petite agitation en trouvant les places au premier rang que j'avais réservées à la famille. Ma mère m'a serré brièvement dans ses bras, son parfum écrasant. La circulation était terrible, et Sophia a eu du mal à trouver quelque chose d'approprié à porter avec si peu de préavis. Si peu de préavis. Comme si la mort de Kevin était un dîner impromptu. Pendant le service, j'étais douloureusement consciente que Sophia consultait son téléphone, que mon père regardait sa montre, que ma mère tamponnait des yeux secs pour la forme. Pendant ce temps, les collègues de Kevin et nos amis étaient véritablement bouleversés, leur chagrin palpable et réel contrastant avec le détachement de ma famille. Le frère de Kevin, Marcus, montrait une véritable dévastation. Il était arrivé du Japon, où il enseignait l'anglais, quelques heures seulement avant le service. Il avait l'air épuisé et les yeux creusés, n'ayant clairement pas dormi pendant son voyage de 30 heures. Il s'est assis à côté de Lily, lui tenant la main pendant tout le service, leurs yeux bleus identiques remplis de larmes. Quand est venu le moment de l'éloge funèbre, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Mes jambes semblaient de plomb alors que je m'approchais du pupitre. Mais j'ai regardé Lily, assise là, si courageuse et si petite dans sa robe bleue, et j'ai trouvé la force quelque part. J'ai parlé de la gentillesse de Kevin, de son intégrité, de son amour infini pour sa fille. J'ai parlé de ses blagues nulles qui nous faisaient gémir et rire en même temps, de sa haine irrationnelle de la coriandre et de sa défense passionnée du vrai sirop d'érable. De la façon dont il mettait toujours, la famille en premier. L'ironie amère de ces derniers mots ne m'a pas échappé alors que je jetais un coup d'œil à mes parents,
qui rassemblaient déjà leurs affaires alors que je concluais, visiblement pressé de partir. Lors de la réception chez nous après, j'ai entendu mon père parler à mon oncle James près de la table des boissons. Kevin réussissait très bien dans ce cabinet, sur la voie pour devenir associé. L'assurance vie seule doit être substantielle, sans parler des investissements. Rachel sera à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas le confronter sur le champ, pour ne pas lui demander comment il pouvait penser à l'argent le jour où nous enterrions mon mari. Mais j'étais trop épuisé émotionnellement, trop concentré sur Lily pour faire une scène. Ma mère et Sophia n'ont quasiment pas aidé à la réception, laissant la plupart du travail aux femmes des collègues de Kevin et à mes amis. Elles se sont assises dans le salon, acceptant les condoléances comme si elles étaient les principales personnes en deuil, tandis que je me déplaçais dans ma propre maison comme un fantôme, remerciant machinalement les gens d'être venus, acceptant des plats que je ne mangerais jamais. Pendant ce temps, les parents de Kevin, bien que dévastés par la perte de leur fils unique, étaient des modèles de soutien sincères. Sa mère, Diana, s'est occupée de Lily pendant la réception, s'assurant qu'elle mangeait et la protégeant des invités bien intentionnés mais envahissants. Son père, Robert, a discrètement organisé le nettoyage après, restant jusqu'au départ du dernier invité. Le contraste entre la famille de Kevin et la mienne était saisissant et douloureux. En voyant mes beaux-parents se soutenir mutuellement dans leur chagrin tout en trouvant la force de nous soutenir, Lily et moi, j'ai ressenti l'absence de ce même amour de la part de mes propres parents comme une blessure physique. Le testament de Kevin avait été brièvement mentionné lors d'une conversation avec le directeur des pompes funèbres, mais je ne supportais pas encore de penser aux questions juridiques. Thomas, l'ami de Kevin de la fac de droit qui s'était occupé de notre planification successorale, a gentiment suggéré d'attendre une semaine ou deux avant de discuter des détails. Il n'y a pas d'urgence, m'a-t-il assuré. Tout est en ordre, et toi et Lily êtes bien protégés. Kevin s'en est assuré. Alors que la maison se vidait enfin de ses invités, mes parents et Sophia ont rapidement trouvé des excuses pour prendre la route avant la nuit. Ils sont partis avec des étreintes superficielles et des promesses d'appeler bientôt. Ils n'ont pas proposé de rester pour aider à nettoyer, n'ont pas demandé si Lily et moi voulions de la compagnie, n'ont pas reconnu que ce serait notre première nuit après avoir officiellement dit au revoir à Kevin. Au lieu de cela, Marcus et les parents de Kevin sont restés. Diana a préparé la chambre d'amis pour les parents de Kevin et le canapé pour Marcus. Nous serons juste là si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, m'a dit Diana en me serrant fort dans ses bras. Tu n'es pas seule, Rachel, souviens-t'en. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant la douce respiration de Lily à côté de moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir que, d'une manière cruciale, j'étais très seul. Les personnes qui auraient dû être ma première ligne de soutien, mon roc en temps de crise, s'étaient révélées indignes de ce rôle. 2 semaines après les funérailles, j'étais assise à la table de la cuisine, essayant de déchiffrer notre situation d'assurance maladie, quand la sonnette a retenti. Lily était à l'école, sa première semaine de retour depuis la perte de son père. Les enseignants la surveillaient de près et m'envoyaient des nouvelles régulières, ce dont j'étais reconnaissante. À travers le Judas, j'ai vu mes parents sur le porche, mon père redressant son polo de golf, ma mère vérifiant son reflet dans son poudrier. Je ne leur avais pas parlé depuis les funérailles. Ils avaient envoyé quelques textos génériques comme « On pense à toi » et « J'espère que tu vas bien », mais il n'y avait eu aucune véritable communication. J'ai ouvert la porte, sans prendre la peine de cacher ma surprise. Je ne savais pas que vous veniez. Nous pensions passer voir comment toi et Lily vous allez, a dit ma mère en me dépassant pour entrer dans la maison. Elle est à l'école ? Bien, on peut parler ouvertement. Ça aurait dû être mon premier indice que ce n'était pas une simple visite de soutien, mais j'étais trop épuisé émotionnellement pour remarquer les signaux d'alarme. Ils se sont installés dans le salon pendant que je faisais du café, retombant automatiquement dans le rôle d'hôtesse même si c'était eux qui auraient dû prendre soin de moi. Quand j'ai apporté les tasses, mon père examinait le nouveau système audio que Kevin avait installé juste un mois avant sa mort. Belle installation, a-t-il commenté en passant la main sur les enceintes. Kevin avait bon goût en électronique. Il en avait, ai-je acquiescé, le simple passé restant un coup de poignard dans mon cœur. Après quelques minutes de conversation gênée sur l'école de Lily et le club de jardinage de ma mère, mon père s'est éclairci la gorge comme il le faisait toujours avant de discuter de sujets sérieux. Rachel, nous voulions te parler de ta situation, a-t-il commencé, posant sa tasse de café précisément sur un sous-verre. Ma situation ? Ta situation financière, a précisé ma mère, échangeant un regard avec mon père.
Maintenant que tu t'adaptes à la vie sans Kevin. Je les ai regardés, ne comprenant pas d'abord où ils voulaient en venir. Je ne suis pas sûr de comprendre. Kevin nous a laissés bien protégés. Oui, eh bien, c'est de ça que nous voulions discuter, a dit mon père en se penchant en avant. Ta mère et moi vieillissons. Notre fonds de retraite a subi des pertes lors de la dernière crise du marché, et avec les coûts des soins de santé. L'insinuation est restée en suspens un instant avant que je ne comprenne. Vous êtes en train de me demander de l'argent? Maintenant? Ma mère a eu la décence d'avoir l'air un peu gênée, mais mon père a insisté. Nous pensions que, vu la position de Kevin au cabinet et sa police d'assurance vie, tu serais peut-être en mesure d'aider. La famille, après tout. Nous sommes tes parents. L'audace de leur demande m'a laissé momentanément sans voix. Mon mari n'était même pas froid dans sa tombe, et ils étaient là, la main tendue. À combien pensez-vous, ai-je demandé, la voix plate. Mon père, manquant apparemment complètement mon ton, s'est éclairci. Eh bien, nous pensions que quelque chose de substantiel serait logique. Peut-être 50% de la somme de l'assurance vie. Ça sécuriserait notre retraite et laisserait beaucoup pour toi et Lily. 50% du soutien de votre fille veuve, pour sécuriser votre retraite, ai-je répété lentement, m'assurant de bien comprendre. La fille que vous n'avez pas pris la peine de réconforter quand son mari est mort parce que vous étiez à une fête d'anniversaire? Ma mère a tressailli, mais mon père est resté imperturbable. Rachel, il n'y a pas besoin d'être émotive à ce sujet. C'est juste de la planification financière pratique. Et nous sommes venus aux funérailles. Quelle générosité de votre part d'assister aux funérailles de mon mari, ai-je dit, la voix dégoulinant de sarcasme. Nous t'avons élevé, Rachel, intervint ma mère. Nous avons payé tes études universitaires. Nous avons aidé avec l'acompte de ta première maison. Je pense que nous méritons une certaine considération maintenant que tu as touché de l'argent. Touché de l'argent? Mon mari est mort, je criais maintenant, toute la blessure et la rage des 2 dernières semaines bouillonnant. Je n'ai pas gagné au loto, j'ai perdu l'amour de ma vie, le père de mon enfant, et vous traitez ça comme si j'avais touché le jackpot. L'expression de mon père s'est durcie. Il n'y a pas besoin d'être dramatique. Kevin connaissait les risques avec son problème cardiaque. Il aurait dû mieux prendre soin de lui. Et maintenant qu'il est parti, il est simplement pratique de discuter de la manière dont ses actifs devraient être distribués. La famille doit aider la famille. À cet instant, alors que mon père a nonchalamment reproché à Kevin sa propre mort tout en essayant d'en profiter, quelque chose s'est brisé en moi. Le chagrin qui m'avait laissé passive et engourdie pendant 2 semaines s'est soudainement cristallisé en une clarté tranchante comme un rasoir. Sortez, ai-je dit doucement. Rachel, sois raisonnable. A commencé ma mère. Sortez des chez moi, ai-je crié, la force de ma colère me propulsant physiquement sur mes pieds. Comment osez-vous venir ici demander l'argent de Kevin? Comment osez-vous le blâmer d'être mort? Il valait 100 fois mieux que vous, et vous n'avez même pas pris la peine de réconforter votre propre fille quand elle s'effondrait. Mes parents semblaient véritablement choqués par mon explosion. Ils ne m'avaient jamais vu vraiment en colère, m'ayant élevée pour être accommodante, pour éviter les conflits, pour être la bonne fille pendant que Sophia pouvait être l'exigeante. Nous ne demandons que ce qui est juste, a dit mon père, raide, en se levant. Nous sommes tes parents, Rachel. Nous méritons le respect. Le respect se mérite, ai-je répondu, la voix tremblante, et vous n'en avez mérité aucun. Maintenant, sortez avant que Lily ne rentre et n'entende quel genre de personnes sont vraiment ses grands-parents. Ils sont partis en trombe, ma mère faisant des bruits sur mon ingratitude et mon père marmonnant qu'il allait reconsidérer notre relation. J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis effondré sur le sol, tremblante de rage et de blessure. Plus tard cet après-midi-là, quand j'ai récupéré Lily à l'école, elle semblait plus renfermée que d'habitude. Dans la voiture, elle a finalement parlé. Maman, pourquoi papy et mamie étaient chez nous aujourd'hui? Mon cœur s'est serré. Tu les as vus? Elle a hoché la tête. Madame Wilson m'a laissé aller aux toilettes pendant les maths, et j'ai vu leur voiture depuis la fenêtre de l'école. Est-ce qu'ils nous ont apporté quelque chose? La question innocente m'a brisé le cœur. Non, ma chérie. Ils sont juste venus me parler de choses de grand. Est-ce qu'ils ont demandé pour l'argent de papa, a-t-elle demandé, me surprenant par sa perception. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Lily a baissé les yeux sur ses mains.
J'ai entendu papy aux funérailles dire à oncle James qu'on aurait beaucoup d'argent parce que papa est mort. C'est vrai? Le fait que ma fille de 8 ans ait entendu une telle conversation m'a rendu physiquement malade. Lily, ton papa s'est assuré que nous serions pris en charge, oui. Mais l'argent ne remplace pas le fait de ne pas l'avoir avec nous. Elle a hoché la tête sagement. Je donnerai tout l'argent du monde pour que papa revienne. Moi aussi, mon bébé, ai-je murmuré. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus, qui était retourné au Japon mais prévoyait de revenir pour un séjour prolongé pendant ses vacances d'été pour nous aider à nous adapter. Je lui ai raconté la visite de mes parents et leur demande. Tu plaisantes, a-t-il explosé. Ils veulent la moitié de l'assurance vie de Kevin? C'est insensé, Rachel. Je sais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait vraiment demandé. Mais j'ai peur qu'il ne lâche pas l'affaire. Mon père peut être très têtu quand il pense qu'il mérite quelque chose. Marcus est resté silencieux un instant. Kevin m'a parlé de sa planification financière, tu sais. Il était très minutieux. Il voulait s'assurer que Lily serait prise en charge jusqu'à l'université et au-delà si quelque chose lui arrivait. Il serait furieux que tes parents essaient de lui enlever cette sécurité. Je sais, ai-je dit doucement, la douleur familière du manque de Kevin s'intensifiant. Je pense que je dois parler à Thomas de la situation juridique, juste pour être préparé. C'est une bonne idée, a approuvé Marcus. Et Rachel, ne les laisse pas te manipuler. Kevin vous a protégé, toi et Lily, pour une raison. Le lendemain, j'ai rencontré Thomas à son bureau. Il était compatissant mais pas surpris par le comportement de mes parents. Malheureusement, je vois ce genre de choses plus souvent qu'on ne le pense, a-t-il dit en examinant le testament et les documents d'assurance de Kevin. Mais je peux t'assurer que tout est blindé. Kevin t'a désigné comme unique bénéficiaire de son assurance vie et de ses comptes de retraite. Tes parents n'ont absolument aucun droit légal sur tout cela. Pourrait-il contester le testament? Ai-je demandé, inquiète. Thomas a secoué la tête. Le testament est clair et correctement exécuté. Et même s'ils essayaient, ils n'ont aucun fondement. Kevin était sain d'esprit, et les parents n'ont aucun droit automatique d'hériter de leurs enfants adultes, surtout quand il y a un conjoint et un enfant. Cette réassurance aurait dû me soulager, mais en quittant le bureau de Thomas, mon téléphone a vibré avec une série de messages de mes parents et, étonnamment, de Sophia. De mon père, nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Appelle-moi. De ma mère, je ne t'ai pas élevé comme ça, Rachel. La famille passe avant tout. De Sophia, tu as toujours été égoïste, mais là, c'est bas, même pour toi. Maman et papa méritent mieux. L'hypocrisie de Sophia, qui avait à peine levé les yeux de son téléphone pendant les funérailles de Kevin, m'accusant d'être égoïste, était presque risible. Presque, si ce n'était pas si douloureux. Ce soir-là, alors que Lily et moi dînions, mon père a appelé. Comme je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal exigeant une réunion de famille chez eux le dimanche après-midi. Ça nous concerne tous, Rachel. Sois là à 14h. Amen Lily. J'ai posé le téléphone, l'appétit coupé. Impliquer Lily dans cette situation sordide était la dernière chose que je voulais. Mais peut-être était-il temps de tout mettre à plat, de rompre définitivement si nécessaire. Avec l'assurance de Thomas sur les aspects juridiques, je me sentais plus confiante pour tenir bon. C'était papy, a demandé Lily en poussant ses petits pois dans son assiette. Oui, ai-je admis. Il veut qu'on aille chez eux dimanche. Lily est restée silencieuse un instant, puis a demandé, on est obligé d'y aller? Le fait que ma fille, qui avait autrefois adoré rendre visite à ses grands-parents, semble maintenant réticente en disait long. Je pense qu'on devrait, ai-je dit prudemment. Parfois, il est important d'affronter directement les situations difficiles. Elle a hoché la tête, un air de détermination traversant son visage qui me rappelait douloureusement Kevin. D'accord. Mais est-ce que je peux apporter quelque chose avec moi? J'ai une idée. Quel genre d'idée, ai-je demandé, curieuse de son intensité soudaine. Juste quelque chose que papa m'a appris sur la façon de se défendre, a-t-elle dit de manière énigmatique. Je peux utiliser l'ordinateur après le dîner? J'ai accepté, me demandant ce que ma fille de 8 ans préparait, mais confiante que, quoi que ce soit, cela venait du bon cœur et des valeurs fortes que son père avait aidé à lui inculquer. Les jours qui ont suivi la visite de mes parents ont été remplis d'émotions contradictoires.
Le deuil de Kevin restait un poids constant et lourd, mais il était maintenant compliqué par la colère et la trahison envers ma famille. Dans les moments de calme, quand Lily dormait, je me suis surprise à revisiter des souvenirs d'enfance, les voyant sous une nouvelle lumière, dure. Il y avait eu les récitals de danse où mes parents partaient tôt pour assister au match de softball de Sofia, mais jamais l'inverse. Le Noël où j'avais reçu des vêtements pratiques alors que Sofia avait eu le matériel d'art coûteux que nous avions toutes les deux demandé. La façon dont mes réussites scolaires étaient attendues alors que les notes moyennes de Sofia étaient célébrées comme si elle avait fait de son mieux. De petites inégalités qui semblaient insignifiantes individuellement mais qui formaient un schéma une fois vu collectivement. J'ai appelé Amanda, l'assistante de Kevin, qui était devenue une amie dans les semaines suivant sa mort. Est-ce que je réagis de manière excessive, lui ai-je demandé après lui avoir expliqué la demande de mes parents. Est-ce normal de ressentir autant de colère, ou est-ce juste le deuil qui aggrave tout? Rachel, a-t-elle dit fermement, si mes parents m'avaient fait ça, ils seraient morts pour moi. Ce qu'ils ont fait est plus qu'inapproprié, c'est cruel. Sa validation m'a aidé, tout comme une longue conversation avec Marcus ce soir-là. Il prévoyait de prendre un congé sabbatique de son poste d'enseignant pour venir rester avec nous pendant quelques mois, une gentillesse qui m'a fait pleurer. Kevin m'a fait promettre, a-t-il expliqué. Il y a des années, quand tu étais enceinte de Lily, il m'a fait jurer que si quelque chose lui arrivait, je serais là pour vous deux. J'ai l'intention de tenir cette promesse. Le contraste entre la loyauté de Marcus envers les souhaits de son frère et le comportement de mes propres parents n'aurait pas pu être plus frappant. Pendant ce temps, Lily était exceptionnellement concentrée sur un projet sur lequel elle travaillait dans sa chambre, penchée sur son bureau avec des crayons de couleur et du papier. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a juste souri de manière mystérieuse et a dit « quelque chose d'important pour dimanche ». Samedi, j'ai décidé d'examiner plus attentivement les documents financiers de Kevin, voulant être pleinement informé avant la confrontation avec ma famille. Kevin avait été méticuleux avec nos finances, gardant tout organisé dans un classeur de bureau à la maison. En parcourant les dossiers, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus, de l'écriture de Kevin. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte pour trouver une lettre datée de seulement 3 mois plus tôt, à peu près à l'époque de son dernier examen physique. Ma très chère Rachel, commençait-elle, si tu lis ceci, cela signifie que les inquiétudes du médecin concernant mon cœur étaient plus sérieuses que je ne les laissais paraître. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai mis à jour notre testament et nos polices d'assurance, juste au cas où. Tout te revient, avec des dispositions pour l'éducation et l'avenir de Lily. Utilise-le bien, vis pleinement, et sache que ma plus grande joie a été d'être ton mari et le père de Lily. Je me suis effondré en sanglots, à la fois dévasté qu'il m'ait caché ses problèmes de santé et profondément ému par sa prévoyance et son attention. Kevin avait su qu'il y avait un risque et s'y était préparé tout en essayant de m'épargner l'inquiétude. C'était si typique de lui, à la fois frustrant et aimant. La lettre continuait avec des instructions spécifiques sur les polices d'assurance et les investissements, mais incluait également un paragraphe qui a attiré mon attention. J'ai créé une fiducie distincte pour Lily qui ne peut être consultée qu'à ses 25 ans, sauf pour les frais d'éducation. C'est important, Rachel. Ton père m'a approché 2 fois pour des opportunités d'investissement qui étaient des demandes d'argent à peine voilées. J'ai décliné poliment, mais il semblait penser que ma mort créerait une opportunité pour lui d'accéder à des fonds par ton intermédiaire. Ne laisse pas cela se produire. Tes parents ont fait de mauvais choix financiers pendant des années, et bien que je sympathise, l'avenir de Lily ne peut être compromis pour les renflouer. La révélation que mon père avait déjà essayé d'obtenir de l'argent de Kevin de son vivant ajoutait une autre couche de trahison. Kevin m'avait protégé de cette information, essayant probablement de préserver ma relation avec mes parents. Même en cela, il avait mis mes sentiments en premier. Armé de cette nouvelle information, j'ai de nouveau appelé Thomas pour vérifier que la fiducie mentionnée par Kevin était bien à l'abri de toute réclamation. Il m'a assuré qu'elle était blindée et a également suggéré que j'apporte une copie de la lettre de Kevin à la réunion de famille. Ce n'est pas légalement nécessaire, a-t-il expliqué, mais il pourrait être utile d'avoir les souhaits explicites de Kevin documentés s'ils essaient de te faire pression émotionnellement. Dimanche matin est arrivé avec un sentiment de confrontation imminente. Lily était exceptionnellement silencieuse pendant que nous nous habillions, mais il y avait une détermination sur ses petites épaules qui me rappelait Kevin avant une réunion importante avec un client. « Tu es sûr de vouloir venir ?» lui ai-je demandé une dernière fois alors que nous nous préparions à partir. « Tu pourrais rester avec Hélène à la place. » Elle a secoué fermement la tête. « Je dois être là, maman. Pour papa. »
Sur le trajet vers la maison de mes parents, Lily serrait une enveloppe en papier craft contre sa poitrine, refusant toujours de me dire exactement ce qu'elle contenait. C'est un message de papa et moi, fut tout ce qu'elle dit. Alors que nous nous garions dans l'allée de la maison de banlieue où j'avais grandi, j'ai remarqué plusieurs voitures que j'ai reconnues comme appartenant à mes tantes et oncles. Mes parents avaient apparemment invité un public, pensant peut-être que je serais moins susceptible de leur refuser devant la famille élargie. « Prête ?» ai-je demandé à Lily, ma main sur le contact. Elle a hoché la tête, son visage solennel au-delà de son âge. « Je suis prête, maman. Ne t'inquiète pas. » Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, main dans la main, tirant toutes les deux notre force l'une de l'autre. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte pour révéler ma mère, habillée formellement comme pour l'église, son visage figé dans une expression de préoccupation étudiée. Rachel, Lily, entrez. Tout le monde attend dans le salon. Nous l'avons suivi dans le couloir familier jusqu'au grand salon où j'avais passé d'innombrables Noëls et anniversaires d'enfance. Maintenant, c'était comme entrer dans une embuscade. Mon père était assis dans son fauteuil, positionné comme un juge présidant un tribunal. Sophia était perchée sur la coudoir du canapé, faisant défiler son téléphone. Autour de la pièce se trouvait ma tante Rita, mon oncle James, et le frère de mon père, Terry, avec sa femme Barbara. « Merci d'être venu », a dit mon père formellement, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'une réunion de famille. Nous avons des questions importantes à discuter. Je suis resté debout, gardant Lily près de moi. Avant de commencer, je veux être clair. Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire devant Lily. Elle a le droit de savoir ce qui se passe dans sa famille. Ma mère a froncé les sourcils. Rachel, ce n'est guère une conversation appropriée pour un enfant. Si ce n'est pas approprié pour elle de l'entendre, alors ce n'est pas approprié pour vous de le demander, ai-je répondu d'un ton égal. Cela concerne aussi son avenir. Mon père s'est éclairci la gorge. Très bien. Allons droit au but. Ta mère et moi avons discuté de la situation financière de la famille. Comme tu le sais, nous t'avons considérablement aidé tout au long de ta vie, des frais de scolarité à la compte de ta première maison. J'ai réprimé la réplique qu'ils avaient payé moitié moins pour mon éducation que pour l'école d'art de Sophia, qu'elle n'a jamais terminée. Ce n'était pas le moment pour de vieux griefs. Nous pensons, a-t-il poursuivi, que compte tenu de l'aubaine substantielle que tu as reçue suite au décès de Kevin, il est juste que tu aides la famille en retour. Nous proposons une répartition qui sécuriserait notre retraite et fournirait également une aide à Sophia qui, comme tu le sais, a eu des difficultés financières en tant qu'artiste. Sophia a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour me lancer un sourire suffisant, comme si la mort de mon mari était une sorte d'équilibre cosmique des comptes entre nous. J'ai préparé une ventilation de ce que nous considérons comme une distribution équitable, a dit mon père en me passant un document imprimé. Comme tu le verras, nous suggérons que 50% des produits de l'assurance vie soient dirigés vers ta mère et moi, avec 15% supplémentaires alloués à Sophia. J'ai parcouru le document, qui détaillait non seulement des pourcentages, mais des montants réels en dollars. Ils avaient réussi à découvrir la valeur exacte de la police d'assurance vie de Kevin, probablement par l'intermédiaire de mon oncle James, qui travaillait dans le secteur des assurances. Vous voulez 65% de l'argent destiné à assurer l'avenir de ma fille après la perte de son père, ai-je déclaré sèchement. De l'argent que Kevin a gagné est spécifiquement désigné pour nous. La famille prend soin de la famille, Rachel, a interjeté ma mère. Ton père et moi vieillissons, nos frais médicaux augmentent, et tu dois penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, ai-je répété. Comme le fait que vous n'ayez pas pris la peine de quitter la fête d'anniversaire de Sophia quand mon mari est mort? Cette situation-là. Un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Ma tante Rita s'est agitée sur son siège, l'air embarrassé. Au moins quelqu'un avait la décence de reconnaître à quel point tout cela était inapproprié. Rachel? A dit mon père de son ton condescendant, nous nous sommes excusés pour ce malheureux timing, mais tu dois comprendre, nous avions des invités de l'extérieur. Nous ne pouvions pas simplement partir. En fait, vous auriez pu, ai-je répondu. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas productif, a coupé Sophia. Le fait est que tu es soudainement riche alors que le reste d'entre nous galère. Maman et papa se sont sacrifiés pour toi toute ta vie. Ils méritent la sécurité dans leur vieillesse. Et la sécurité de Lily, ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme.
pensez-vous que Kevin est mort pour que vous puissiez acheter une nouvelle voiture ou partir en croisière? Cet argent est pour l'avenir de sa fille. Mon père s'est levé, le visage empourpré. Écoute-moi bien. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. Tu nous dois le respect et la considération. Le respect, ai-je ri amèrement. Vous ne m'avez montré, ni à Lily, la moindre once de respect ou de préoccupation sincère depuis la mort de Kevin. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce que vous pouvez obtenir de nous. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère faiblement. Nous nous soucions de toi, Rachel. Nous essayons juste d'être pratiques. Être pratique, ce serait demander comment votre petite fille fait face à la perte de son père. Être pratique, ce serait proposer de l'aide pour les repas ou les tâches ménagères, ou un soutien émotionnel. Pas ça. Ce comportement de vautour. La pièce est retombée dans le silence. Mon oncle Terry regardait le sol d'un air mal à l'aise, tandis que sa femme Barbara fusillait mon père du regard, clairement aussi consternée que moi. Dans ce silence tendu, Lily s'est soudainement avancée, serrant toujours son enveloppe. « J'ai quelque chose à dire », a-t-elle annoncé d'une voix claire et forte qui a surpris tout le monde. Ma mère a tenté un sourire condescendant. « Ma chérie, les adultes parlent de choses importantes en ce moment. » Lily a tenu bon, canalisant la confiance tranquille de Kevin. « C'est important aussi. C'est à propos de mon papa et de ce qu'il voudrait. » Tous les yeux se sont tournés vers elle, cette petite silhouette se tenant si courageusement au centre d'un conflit d'adultes. Même Sophia a posé son téléphone. Papa m'a appris que lorsque les gens vous montrent qui ils sont vraiment, vous devriez les croire, a dit Lily, sa voix tremblant à peine. Et quand les gens ne viennent que lorsqu'ils veulent quelque chose, ils ne sont pas vraiment de la famille. Elle s'est tournée pour faire face à mes parents directement. Vous n'êtes pas venus nous voir quand papa est mort. Vous n'avez pas aidé maman quand elle pleurait toutes les nuits. Vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Vous n'êtes venus que lorsque vous vouliez de l'argent. La vérité brute sortie de la bouche d'une enfant de 8 ans semblait avoir un impact différent de quand j'avais dit des choses similaires. Le visage soigneusement composé de ma mère s'est légèrement effrité, tandis que mon père semblait désemparé. Lily a ouvert son enveloppe et a sorti une feuille de papier. J'ai fait quelque chose pour vous, parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes vraiment venus nous voir. Elle s'est approchée et a tendu le papier à mon père. C'était un dessin d'enfant, mais en l'apercevant par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il était conçu pour ressembler à une facture. En haut, de l'écriture soignée de Lily, il était écrit « Facture pour amour et soutien réel ». En dessous, étaient listés des articles comme « Être là quand papa est mort, $0, non fourni ». Aider maman quand elle était triste, $0, non fourni. Me faire un câlin quand je pleurais pour papa, $0, non fourni. Être de vrais grands-parents, inestimables, mais non payés. En bas, il y avait un total, $0. C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas? Pour de l'argent. Voilà ce que vous avez mérité. Le silence dans la pièce était absolu. Les mains de mon père tremblaient en tenant le papier. Ma mère a commencé à pleurer, que ce soit de honte ou de manipulation, je ne saurais le dire. Sophia fixait Lily avec une expression de choc, comme si elle voyait sa nièce pour la première fois. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit doucement, prenant la main de Lily. Ne nous contactez plus, à moins que ce ne soit pour vous excuser et montrer un changement sincère. Lily mérite de meilleurs grands-parents que vous ne l'avez été, et je mérite de meilleurs parents. Alors que nous sortions, laissant ma famille stupéfaite derrière nous, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. Nous avions perdu plus que Kevin, nous avions perdu l'illusion d'une famille élargie solidaire. Mais dans cette perte, il y avait aussi la clarté et la liberté de reconstruire nos vies sans obligation toxique. Dans la voiture, j'ai serré Lily fort dans mes bras. C'était incroyablement courageux. Je suis si fier de toi. Elle m'a serré en retour. Papa disait toujours qu'il faut défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Avais-je raison, maman? Oui, mon bébé, les jeux assurés, les larmes coulant sur mon visage. Tu avais absolument raison. La confrontation avec l'enveloppe a marqué un tournant dans nos vies. Dans l'immédiat, la division dans ma famille élargie était nette et douloureuse. Certains parents ont fermement pris le parti de mes parents, me considérant comme la fille ingrate qui refusait d'aider sa famille. D'autres ont reconnu la nature inappropriée des demandes de mes parents et ont offert un soutien discret.
Ma tante Barbara est devenue une alliée inattendue, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles de Lily et de moi. La réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Jennifer, la fille de Sophia, qui, dans sa vingtaine, m'a envoyé un email un mois après la confrontation. J'ai toujours vu comment papy et mamie te traitaient différemment de maman. Ce qu'ils ont fait après la mort de Kevin était inexcusable, et je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as eu tort de te défendre. Mes parents ont d'abord réagi à cette coupure par une campagne de manipulation. Quand ces efforts ont échoué, ils ont menacé de contester le testament, ce à quoi l'avocat de Kevin, Thomas, a répondu par une lettre juridique ferme. Après cela, la pression directe s'est relâchée. Pendant cette période difficile, j'ai été surprise de voir combien de personnes se sont manifestées pour nous soutenir. Les collègues de Kevin ont créé un fonds universitaire pour Lily. Ma voisine Hélène a aidé Lily avec ses devoirs. Mon patron m'a accordé des horaires flexibles. 6 mois après la mort de Kevin, Marcus est revenu, annonçant qu'il avait accepté un poste à l'université locale pour être plus proche de nous. Kevin m'a fait promettre d'être là pour vous deux, a-t-il dit. Sa présence a maintenu la mémoire de Kevin vivante pour Lily. Pour le 9e anniversaire de Lily, j'ai reçu une autre lettre de mes parents. Celle-ci était accompagnée d'un cadeau modeste mais attentionné pour Lily. La lettre reconnaissait la douleur qu'ils avaient causée et demandait simplement la possibilité de voir Lily pour son anniversaire, ne serait-ce que 15 minutes dans un lieu public. Après en avoir discuté avec Lily, j'ai accepté une brève rencontre dans son glacier préféré. La rencontre a été maladroite mais sans drame. Ils se sont concentrés sur Lily, montrant une volonté de changer que je n'avais pas vue auparavant. Ce début timide a conduit à des visites occasionnelles et soigneusement structurées au cours des mois suivants, au cours desquels ils ont toujours respecté mes limites. 1 an après la mort de Kevin, nous avons organisé une cérémonie commémorative. J'ai invité mes parents, et à mon grand soulagement, ils sont venus, sombres et respectueux, restant en retrait et honorant simplement la mémoire de Kevin. Après le service, ma mère m'a avoué, nous voyons un thérapeute familial. Pour essayer de comprendre où nous nous sommes trompés. La transformation n'a pas été instantanée, mais avec le temps, une nouvelle relation, basée sur le respect mutuel, a commencé à se former. Sophia a mis plus de temps à revenir, mais elle a fini par présenter des excuses sincères, admettant sa jalousie de longue date. Quant à Lily et moi, notre parcours de deuil se poursuivait. Avec l'aide de Thomas, j'ai créé une fondation au nom de Kevin pour l'éducation financière. Gérer la fondation m'a donné un but et m'a connecté à des personnes qui partageaient les valeurs de Kevin. Au 2e anniversaire de la mort de Kevin, j'ai emmené Lily à son endroit préféré au bord du lac. « Maman, » dit Lily pensivement, « je pense que l'enveloppe que j'ai donnée à papy et mamie les a aidés. Ils sont différents maintenant. Ils écoutent plus. Papa disait toujours, parfois, les gens ont besoin de se voir clairement avant de pouvoir changer. Ton père était très sage, ai-je répondu, émerveillé une fois de plus par la perception de ma fille. Il me manque tous les jours, a-t-elle dit, mais je pense qu'il serait content de voir comment on s'en sort, tu ne crois pas? J'ai passé mon bras autour d'elle, cet enfant remarquable qui portait tant de son père en elle. Oui, mon bébé. Je pense qu'il serait très fier de nous deux. La vérité, c'est que la perte de Kevin a révélé qui, dans nos vies, était vraiment de la famille. Certaines relations ont été irrémédiablement endommagées, tandis que d'autres se sont approfondies. De nouvelles connexions se sont formées, créant un système de soutien basé sur un soin sincère. Lily et moi nous avions l'une et l'autre, liés non seulement par le deuil mais aussi par notre expérience commune de nous être défendus et d'avoir découvert notre propre force. L'héritage que mes parents convoitaient tant est resté intact. La sécurité matérielle que Kevin nous a laissée était précieuse, mais son véritable héritage résidait dans les valeurs qu'il nous avait inculquées. En revenant du lac ce jour-là, Lily a glissé sa main dans la mienne. Je pense que la meilleure façon de se souvenir de papa, c'est d'être gentille mais forte, comme il l'était, a-t-elle dit. D'aider les gens, mais de ne pas les laisser profiter de nous. C'est exactement ça, ai-je acquiescé en lui serrant la main. C'est comme ça que nous l'honorons chaque jour. Le parcours du deuil n'est pas linéaire, et guérir ne signifie pas oublier. Il y a encore des jours où l'absence de Kevin est une blessure physique. Mais ces moments ne définissent plus nos vies. Au lieu de cela, nous avons appris à le porter en nous. La famille qui a émergé de notre perte n'est pas celle que je m'attendais à avoir, mais elle est construite sur des fondations de soins et de respect sincère, plus fortes pour avoir été mises à l'épreuve.
Si vous avez déjà connu la trahison familiale pendant un deuil ou si vous avez dû vous défendre contre ceux qui auraient dû vous soutenir, j'espère que notre histoire vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Parfois, les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes que l'on nous a appris toute notre vie à accommoder. Mais se protéger, soi et ceux qui dépendent de nous, n'est pas égoïste. C'est nécessaire. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise. Aimez et abonnez-vous si cette histoire a résonné en vous, et souvenez-vous que la famille se définit par l'amour et le respect, pas seulement par les liens du sang. Merci d'avoir écouté notre parcours, et je vous souhaite la force d'honorer votre propre valeur dans toutes vos relations.